Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence qui démarre. Le thème « Connaître et mieux se protéger des cybermenaces ». Avant de vous présenter mon interlocuteur, un mot sur le salon Access Security qui se déroule demain et après-demain, les 6 et 7 mars, donc au Parc Chano à Marseille où nous nous trouvons. Access Security, c'est le salon euro-méditerranéen de la cybersécurité et de la sûreté organisé par la SAFIM dédié aux professionnels. Très heureuse de vous présenter cette webconférence en préambule du salon qui ouvrira ses portes demain. À mes côtés, pour parler des cybermenaces, Laurent Verdier, bonjour. Bonjour Laurie. Vous êtes directeur sensibilisation et pédagogie au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Tout à fait. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter, votre dispositif. Alors, me présenter, vous l'avez fait, un directeur sensibilisation. Le dispositif, c'est simplement le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance, donc qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, mais concrètement qui est un groupement d'intérêt public composé aujourd'hui de 63 membres qui viennent à la fois des pouvoirs publics, du monde des prestataires de l'informatique, des utilisateurs de l'Internet avec des associations de défense des consommateurs, des internautes, des victimes ou encore des clubs de la sécurité. Et enfin, un dernier collège qui est composé par des offreurs de services et de solutions dont de grands groupes français. Alors, on va développer tout ça, évidemment. L'idée, donc, c'est que vous nous parliez des cybermenaces. N'hésitez pas à participer, à interagir avec Laurent Verdier, lui poser vos questions, témoigner aussi de situations vécues. On lui transmettra, évidemment. On est ensemble pendant 1 heure maximum. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. En tout cas, Laurent, on va démarrer par ce constat. Premier constat, c'est que nous sommes tous des cibles. Nous sommes tous potentiellement visés. Nous pouvons tous être victimes de cybermenaces, cyberattaques, que ce soit les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités. Tout à fait. Et j'en profite, lâchement, mais j'en profite pour indiquer à toutes les personnes qui nous regardent que nous avons publié aujourd'hui, ce matin même, après une conférence de presse réalisée par notre directeur général, Jérôme Notin, notre rapport d'activité 2023, donc qui recense toutes nos actions, mais également tout ce que nous avons perçu des menaces pour cette année 2023. Si vous le voulez bien, avant d'évoquer les menaces à proprement parler, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que nous sommes et à partir de quels besoins opérationnels nous avons été lancés en octobre 2017. Nos autorités, au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015, notaient l'absence d'une plateforme gouvernementale destinée à mieux protéger 3 catégories de public, et non les moindres. Les particuliers, donc le grand public, les entreprises, PME, TPE, ainsi que les collectivités territoriales, et ceci au travers de 3 missions essentielles. La première, et j'ai presque envie de dire la plus prégnante, c'est celle qui consiste à apporter une assistance en ligne immédiate à l'un de ces publics ou un représentant, si jamais il ou elle pense être victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est matérialisé sur la plateforme par notre parcours d'assistance victime, au travers duquel une victime va d'abord trouver la possibilité de réaliser un diagnostic, donc de comprendre ce qui est en train de se passer, ensuite de se voir adresser un ensemble de recommandations d'urgence pour limiter la casse. En sécurité routière, on parle de limiter l'accident, de se sortir de cette mauvaise situation. C'est le même principe. Et là, à ces recommandations d'urgence vont être associées un ensemble de propositions d'orientation vers des plateformes dédiées au travers desquelles la victime va pouvoir trouver plus d'informations, une écoute adaptée ou encore la capacité de signaler ou de déposer plainte si elle le souhaite. Et enfin, 3e palier, toujours si la victime le souhaite et si la cybermalveillance a entraîné de la casse par rapport à son ordinateur, sa tablette ou son téléphone portable, la possibilité d'être mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés présents sur l'ensemble du territoire. Donc, première mission, assister. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de nos publics des contenus en matière d'information sur les menaces, de définition de ces menaces ou encore des outils de sensibilisation. Et enfin, 3e mission qui découle, j'ai envie de dire, vertueusement des 2 premières,
le fait d'observer au travers des consultations du site ou encore des demandes d'assistance réalisées sur la plateforme, d'observer la menace et le risque numérique sur l'échelle l'échelle nationale et de remonter ces éléments anonymisés et consolidés à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques menées aujourd'hui en France pour lutter contre les cybermalveillances. Alors concrètement, nous avons été lancés en octobre 2017 et après un peu plus de 6 ans d'existence aujourd'hui, que sommes-nous devenus? Je l'ai déjà évoqué, 63 membres qui regroupent vraiment l'écosystème privé, public et économique de la lutte contre les cybermalveillances. Plus de 1200 prestataires informatiques, plus de 200 labellisés experts cyber, je reviendrai un petit peu plus loin. Plus d'1 million aujourd'hui de victimes assistées, de demandes d'assistance réalisées sur la plateforme. Et pour la seule année 2022 et même 2023, plus de 3 800 000 visiteurs uniques sur la plateforme. C'est un service, juste vous coupe, Laurent, c'est un service gratuit à disposition du public. Complètement. L'assistance est complètement gratuite. L'ensemble de nos ressources est complètement gratuit, et même en licence ouverte. Il peut être donc librement téléchargé, rediffusé et réutilisé dans une optique d'intérêt général. Je vous laisse poursuivre, du coup. Alors, les menaces, justement, j'y viens. Nous, on en a fait donc état ce matin par rapport à l'ensemble des demandes d'assistance qui ont été réalisées sur la plateforme pour l'année 2023, à savoir un peu plus de 280 000 demandes d'assistance. Que percevons-nous pour le grand public? Alors, j'ai volontairement mis un petit peu le top 3 pour nos 3 publics, parce que comme ça nous permet aussi d'avoir une vue un petit peu macro et de percevoir quelles sont les menaces les plus transverses. La première menace, comme vous pouvez le noter, c'est l'hameçonnage. Donnez-nous une définition du hameçonnage, du coup. Ce faux message, oui, ce faux SMS, cet appel téléphonique frauduleux, par le biais duquel un attaquant va usurper la qualité d'un interlocuteur connu, d'un organisme de confiance et attendre et tenter de provoquer de votre part une action. Par exemple, communiquer un couple identifiant mot de passe, par exemple, transmettre des documents d'identité ou des documents financiers ou confidentiels, ou encore des éléments liés à vos moyens de paiement, ou encore vous faire cliquer sur un lien qui va vous emmener sur un site frauduleux ou un site malheureusement dont des pages ont été squattées entre guillemets par des attaquants pour vous faire remplir un faux bulletin à l'image de la campagne qu'on a vue ces dernières années sur la soi-disant mise à jour de la carte vitale et vous faire renseigner tout un tas d'informations, dont des informations financières, et effectivement, derrière, récupérer et réutiliser très rapidement ces informations dans une optique frauduleuse. Alors, pour les particuliers, c'est la première menace. L'hameçonnage, ou le phishing en anglais, qui va consister vraiment à leurrer l'internaute. C'est vraiment une théâtralisation, une mise en scène pour provoquer une réaction qu'il n'aurait pas eue en temps normal. C'est de plus en plus difficile d'identifier justement qu'on a affaire à un message frauduleux. Comment est-ce qu'on s'en rend compte, en fait ? Alors malheureusement, il est loin le temps où les mails d'hameçonnage étaient mal fagotés, avec une charte graphique pas belle, des fautes d'orthographe récurrentes. Aujourd'hui, du fait de la professionnalisation des attaquants, du fait aussi de la démocratisation d'un certain nombre d'outils graphiques, on obtient des résultats parfois confondants. Et on hésite entre un vrai et un faux mail, et on a vraiment raison. Ils vont même jusqu'à mettre parfois des petites mentions légales que mettent les vrais organismes pour vraiment tromper pleinement l'internaute. Donc oui, on a vraiment une sophistication avancée de ces opérations d'hameçonnage. Deuxième menace, ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, du fait de la crise sanitaire, entre autres choses, et des confinements qui l'ont marqué, nous avons tous démultiplié les accès, les services en ligne. Nos activités se sont transformées. Et malheureusement, nous protégeons tous ces espaces en ligne avec souvent un mot de passe trop faible, trop facilement devinable, ou alors un mot de passe fort, mais qu'on va utiliser pour l'ensemble de ces services. Et ça, les attaquants en sont conscients. C'est-à-dire que si, malheureusement, ils se procurent d'une manière ou d'une autre
ce ou ces mots de passe et qu'ils accèdent à tous ces espaces dans lesquels nous stockons des informations de plus en plus confidentielles et sensibles, ils ont accès à l'ensemble de nos activités et de nos identités numériques. Donc ça, vraiment, pour nous, c'est un vrai sujet parce que nos habitudes ont changé, mais pas nos mentalités. Et donc, le but, c'est vraiment d'aider nos publics à adopter des bons réflexes, notamment avec les mots de passe, mais j'y reviendrai. Bon, alors allez-y, je vous laisse parler de la troisième menace. Alors, troisième menace, c'est une ancienne, c'est pas nouveau, c'est pas récent. Nous avons détecté ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique en 2018. Il y a eu vraiment un pic d'activité et depuis, les attaquants ne faiblissent pas. C'est vraiment quelque chose qui reste très présent et qui est revenu en force en 2023 avec des méthodes de plus en plus agressives. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté à l'arnaque au faux support technique habituel, c'est-à-dire une page de votre navigateur qui va s'ouvrir de manière très anxiogène, vous faire croire que votre ordinateur est infecté par un virus, que vos données personnelles sont menacées et que vous devez appeler un service d'assistance mis en place par Windows, Microsoft, Apple, Amazon, peu importe, un opérateur connu et de confiance, et que vous allez avoir, l'appel est gratuit, mais il ne reste pas longtemps, je vous rassure, et que vous allez avoir droit à un dépannage. Donc ça, c'était vraiment le mode opératoire habituel. Depuis peu, ils vont coupler cette arnaque à celle un peu plus récente de l'arnaque qu'on appelle au faux conseiller bancaire. C'est-à-dire que pendant le soi-disant dépannage, qui va quand même vous coûter cher, votre correspondant, votre interlocuteur au téléphone va vous dire « Oula, mais je me rends compte que quelqu'un a pris la main sur votre ordinateur et est en train de réaliser des opérations financières frauduleuses sur vos comptes. » Heureusement, nous sommes accrédités par la Banque de France et par Visa Mastercard, nous allons pouvoir vous aider. Et là, on aggrave la situation. J'allais vous parler justement de ça, de cette évolution des menaces. Vous parlez donc du conseiller bancaire. On n'est plus seulement face à des cybercriminels qui sont derrière leur écran d'ordinateur. On est aussi confronté à des gens qui vont vous appeler. Donc on a une vraie personne au bout du fil qui se fait passer, qui usurpe donc l'identité d'un conseiller bancaire, d'une personne de confiance. Donc du coup, ça devient plus concret, encore plus difficile de se dire « Ah mais attendez, c'est pas possible, on est face justement à une cybermenace ». Et c'est logique, nous démultiplions nous-mêmes nos moyens de communication, les attaquants font la même chose. Ils sont toujours derrière leur ordinateur, je vous rassure, mais ils sont également derrière leur téléphone, comme le prouve cette arnaque au faux conseiller bancaire qui a fait des ravages en 2023, mais également derrière leur téléphone portable, à vous envoyer des SMS. Donc oui, effectivement, nos habitudes évoluent, et je le répéterai à plusieurs reprises dans cette conférence, nos habitudes évoluent numériques, les attaquants s'adaptent et vont tenter de nous piéger avec les outils que nous utilisons au quotidien. Je me permets juste de relever les augmentations significatives que nous avons perçues en 2023, notamment par rapport à l'arnaque, enfin en tout cas à la cybermalveillance correspondant au piratage de comptes en ligne, avec une augmentation de 22% des demandes d'assistance pour ce type de cybermalveillance, mais également, et on vient de l'évoquer, l'arnaque aux faux conseillers bancaires avec une augmentation sensible de 78%. Et ça, c'est caractéristique. L'année 2023 a été vraiment marquée par cette cybermalveillance. Je voudrais juste revenir sur les publics qu'on a abordés en tout début de conférence. Merci d'ailleurs si vous nous rejoignez pour cette web conférence. Donc, je vous en rappelle le thème « Connaître et mieux se protéger des cybermenaces » avec donc Laurent Verdier qui est directeur sensibilisation et pédagogie au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Est-ce qu'il n'y a pas des publics qui sont davantage touchés par les cybermenaces ? C'est une très bonne question, merci de la poser. On aurait tendance, dans un premier temps, à répondre oui. Les personnes qui ont le moins de connaissances en matière informatique ou le moins de culture par rapport à qui fait quoi sur Internet. C'est vrai, ces personnes sont fragiles et il faut les protéger. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard, notamment avec la mallette cyber que nous avons conçue pour les aidants numériques. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, tout le monde peut être victime d'une arnaque sur Internet. Je défie qui que ce soit, quel que soit son niveau de connaissance et de technicité, parce qu'une arnaque, ou en tout cas une cybermalveillance, arrive toujours au mauvais moment.
Il y a quelque temps, on avait des cybermalveillances avec du chantage soi-disant exercé par un homme à gage, un tueur à gages. J'ai eu l'exemple d'un chef d'entreprise, quelqu'un avec une belle entreprise technique, pas de problème de culture, de connaissances. Ben, ça arrivait un moment dans sa vie où il était stressé. Il s'était un petit peu, il avait des relations tendues avec son voisinage et il était persuadé que c'était les gens de son voisinage qui avaient loué les services d'un tueur à gages pour justement lui régler son compte et le faire chanter. Donc voilà, vous voyez, donc en apparence oui, mais dans les faits non, nous sommes tous susceptibles d'être malheureusement aujourd'hui ciblés et surtout victimes d'une cybermalveillance. Vous l'avez dit, donc aujourd'hui a été publié votre rapport d'activité 2023. C'est un peu un état des lieux de la menace perçue. Est-ce que c'est quelque chose qui grandit? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la cybermenace? Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à s'affoler quand on voit justement l'évolution de la cybercriminalité, etc. Est-ce que c'est vous, en préambule, en préparation de cette conférence, vous me disiez la peur est mauvaise conseillère, mais c'est vrai que c'est quand même très anxiogène. Alors, c'est quelque chose qui grandit, effectivement. Je l'ai évoqué par rapport à la transformation de nos activités numériques, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui nous rattrape. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans nos vies, que ce soit à titre personnel, pour nos loisirs ou professionnels. Et pendant ces 12 années, on s'est dit qu'on accédait à quelque chose de fantastique, d'accélérant pour notre économie, pour nos échanges, sans pour autant y associer les bonnes pratiques qu'on aurait dû dès le départ mettre en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les cybermalveillances ont atteint un niveau tel qu'on se dit mince. On a peut-être loupé quelque chose à un moment donné par rapport. On n'a pas été synchrone, si vous voulez. Mais mieux vaut tard que jamais, et je pense qu'aujourd'hui, il est important d'expliquer, d'illustrer, de faire comprendre de quoi sont constituées les menaces, sans pour autant utiliser des termes ultra techniques, et s'adresser à tous, comme nous le faisons au travers de tous nos contenus à cybermalveillance.gouv.fr. On a parlé des publics, on a parlé des menaces. Il y a aussi des moments qui sont davantage propices aux arnaques. Dites-nous tout. Alors, oui, les attaquants sont des gens qui raisonnent et il n'est pas rare que, effectivement, un certain nombre d'arnaques soient lancées la veille de week-end, le soir. Hors heure ouvrée, l'heure à laquelle on souhaiterait appeler son conseiller bancaire pour savoir si effectivement c'est bien son établissement bancaire qui a envoyé ce SMS douteux. Donc charge à nous aussi de nous adapter. Il ne faut pas leur faciliter la vie et derrière, un petit peu en amont, s'informer, se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe pour, si jamais ça arrive, mieux effectivement réagir. J'illustre ce cas par l'exemple d'une chef d'entreprise qui m'a récemment accueilli à un congrès comme celui-ci en me disant « Oh, Monsieur Verdier, cybermalveillance GouVFR a sauvé ma vie ». Parce qu'effectivement, elle s'est retrouvée un vendredi soir à ne plus pouvoir se connecter à son réseau professionnel, victime d'une cyberattaque. Et c'est justement, elle avait besoin de ses bases de données clients. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle a compris que le week-end arrivait et que tout était perdu si elle ne réagissait pas. Donc elle est venue faire un parcours d'assistance, une demande d'assistance, puis une demande de mise en relation avec un labellisé expert cyber qui a travaillé tout le week-end sur ces données pour rattraper les dégâts causés par la cybermalveillance. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est important de le rappeler. Il y a les ordinateurs, il y a les téléphones aussi. On parlait des publics tout à l'heure visés. C'est quand même très facile de se faire pirater son compte bancaire, ses comptes sur les réseaux sociaux aussi. Donc je pense aux jeunes, évidemment. Aujourd'hui, l'éventail, il est quand même très large. Complètement. Ce sont tous les services, les accès que j'évoquais tout à l'heure par rapport au piratage de comptes en ligne. Aujourd'hui, nous avons démultiplié, et c'est normal, nos vies aujourd'hui sont dans ce sens-là. Nous avons démultiplié ces services et malheureusement, nous n'avons pas encore pris l'habitude de
de protéger ces accès de manière correcte par rapport à l'augmentation et la sophistication de ces attaques. Alors comment fait-on justement, vous parliez des mots de passe tout à l'heure, il y a des règles simples à adopter en amont. C'est quoi vos conseils de base justement pour mieux protéger toutes nos données? Alors, je vais me permettre de vous adresser deux types, vous adresser en tout cas aux gens qui nous regardent, deux types de conseils. Le premier, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'hameçonnage aujourd'hui, c'est vraiment la menace majeure. Donc, que faire? Quel premier réflexe adopter face à un message, un SMS, un appel douteux, un petit peu le kit d'urgence? La première chose, et sans doute la plus dure, Laurie, c'est de garder son calme. Comme je l'ai dit, souvent, ces arnaques et ces attaques arrivent à des moments dans nos vies où on est stressé, on est fatigué, on est nerveux. Et pour le coup, on va plus facilement se faire avoir, se faire embobiner. Je rappelle vraiment le principe de la théâtralisation, de la mise en scène. Et le but, ça va être justement de tenter de conserver cette hauteur de vue qui fait qu'on va détecter quelque chose d'anormal. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-ci. Avant d'agir, de transmettre des éléments, de communiquer des éléments, réfléchir, se poser, ne pas rester seul devant son écran, essayer d'en parler à quelqu'un de confiance, à un tiers, à de la famille, à des amis, ou bien sûr venir sur cybermalveillance.gouv.fr pour s'informer et voir si cette arnaque est déjà connue. Déjà, le fait de savoir que ce mode opératoire ou que ce type de message apparaît déjà sur une plateforme comme la nôtre, la personne va tout de suite se dire « Ah ben non, je ne réponds pas ». Donc ça, pour nous, c'est vraiment très, très important. Ne pas rester seul et avant d'agir, s'informer. Ça, c'est très important. Globalement, vérifier la cohérence en termes d'actions requises, de langage, entre l'émetteur, le message et le contexte. Si ma banque m'envoie un message hyper anxiogène, hyper urgent, et j'en ai jamais reçu avant, il y a peut-être quelque chose qui doit m'alerter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Justement, se méfier des messages alarmistes, trop anxiogènes, ou au contraire, l'affaire du siècle. Non, on ne peut pas acheter le dernier téléphone portable à la mode à moins de 2 €. Il y a un loup quelque part. Je dois me renseigner, je dois m'informer, je dois vérifier. Bien sûr, s'informer ou trouver de l'assistance si malheureusement on est victime sur cybermalveillance.gouv.fr. Et dans l'intérêt collectif, ne pas hésiter non plus à signaler le mail ou le SMS frauduleux au 33 700 pour les SMS ou pour le mail chez nos confrères de Signal Spam. Là, on parle donc de hameçonnage. Comment, je vous laisse poursuivre et après on parlera effectivement du fait est-ce qu'on se rend compte en fait à chaque fois qu'on a été par exemple piraté, qu'un compte a été piraté et voilà. Ah, on y reviendra plus tard. Oui, on doit et on peut s'en rendre compte. Donc, deuxième type de recommandations, bien entendu. Je l'ai évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises et c'est important de le marteler. Les mots de passe constituent les clés d'accès à nos espaces personnels, confidentiels ou professionnels sur le net aujourd'hui. Il est donc important d'adapter à titre personnel, si ce n'est pas le cas déjà au niveau professionnel, d'adapter une gestion de ces mots de passe. L'idéal, c'est effectivement de pouvoir créer des mots de passe robustes, complexes, plus de 12 caractères, qui mélangent les minuscules, les majuscules, les caractères spéciaux, les chiffres, et de pouvoir surtout obtenir et gérer pour chaque service un mot de passe différent. C'est très important. C'est quand même très compliqué. Alors, parce qu'on a des mots de passe pour tout et sur tous les sites désormais, donc on est conscient de ça. D'ailleurs, nos téléphones aussi souvent nous aident à la création de mots de passe robustes, mais on se dit si je crée un mot de passe trop compliqué, je vais l'oublier. Enfin voilà, c'est quelque chose, une attitude de base à adopter dès le départ, mais pas facile à mettre en œuvre. Alors, vous voyez, souvent, on lance des cailloux aux nouvelles technologies, mais heureusement, elles sont aussi là pour nous rendre service. En l'occurrence, il existe des petits logiciels qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe et qui, justement, vont stocker de manière sécurisée, de préférence sur votre ordinateur ou votre téléphone, l'ensemble de vos couples identifiants mots de passe, et ceci pour chaque service. Alors, pour le coup, ces logiciels, on y accède avec ce qu'on appelle un mot de passe maître, et celui-ci, il ne faut pas l'oublier. Mais
ça vous évite d'avoir à tout retenir. Et au niveau de cybermalveillance GouverFR, nous recommandons le logiciel, enfin le gestionnaire de mot de passe qui a été certifié par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale en France dans le domaine de la cybersécurité et qui s'appelle KeePass, et que vous pouvez aller télécharger sur le site de l'ANSSI ou en venant sur cybermalveillance.gouv.fr et en utilisant le raccourci vers directement le lien de téléchargement. On passe à la suite. Je vous écoute. Alors, comme je l'ai dit et je le répète aussi, le but de la chose, c'est de ne pas faire peur pour faire peur. Au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, nous sommes vraiment dans une optique de compréhension et de pédagogie. Nous donnons au public, à nos différents publics, ce que nous percevons en termes de menaces, mais derrière, pour nous, il est très important aussi de leur faire pointer les ressources que nous tenons gratuitement à leur disposition pour justement, au quotidien, mieux se prémunir de ces différentes menaces. Alors, la première ressource, et j'ai envie de dire celle que nous actualisons le plus régulièrement, ce sont tous les articles que nous publions au fil de l'eau, dans un langage accessible à tous, sans anglicisme, sans acronyme, sans nom de technologie, parce que le but c'est vraiment d'attiser la compréhension sur effectivement tous les phénomènes que nous percevons, notamment en lien avec notre parcours d'assistance. Par exemple, à partir du moment où nous avons vu des pointes de fréquentation il y a quelques années pour l'arnaque au compte personnel de formation, très rapidement, nous avons publié un article pour que justement les personnes qui étaient encore victimes de ce phénomène puissent venir s'informer et détraumatiser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et voir qu'effectivement c'était quelque chose de connu et de frauduleux. Donc tous nos articles sont basés sur le triptyque suivant. De quoi parle-t-on? Définition de la menace. Comment s'en protéger au quotidien? Quelles bonnes pratiques de tous les jours j'applique? Et malheureusement, si ce n'est pas suffisant, que faire si je suis victime? Ensuite, à l'image de celui qui figure sur la présentation, on peut y ajouter d'autres rubriques ou d'autres conseils. Une définition qu'en dit le code pénal pour aider ceux de nos concitoyens qui souhaitent déposer plainte, ou encore des liens vers les ressources et toutes les coordonnées des opérateurs qui peuvent vous aider si jamais votre compte de réseau social a été piraté. On va préciser qu'on peut recevoir ces articles en s'inscrivant sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Alors effectivement, nous publions mensuellement une lettre d'information avec plus de 25 000 abonnés aujourd'hui. On peut très facilement s'y inscrire, c'est gratuit. Notre lettre d'information, comme tout le reste d'ailleurs de nos ressources, est synthétique, accessible. Le but, c'est pas de noyer sous une littérature mensuelle nos publics, c'est vraiment de les informer sur les menaces émergentes et sur l'actualité du dispositif. Donc là, on va parler des arnaques d'achat en ligne. Voilà, autre ressource que nous mettons à la disposition de nos publics, ce guide très très bien fait par INC et FEVAD, qui est donc la Fédération des entreprises de vente à distance, donc des acteurs qui savent de quoi ils parlent, par rapport effectivement pour mieux informer nos publics par rapport aux bonnes pratiques en matière d'achat en ligne. Toutes les recommandations, à la fois dans le choix du site et au moment du paiement. Et ça, c'est très important. Ce guide est, comme le reste, librement téléchargeable et utilisable. Voilà, la lettre mensuelle. Là, j'ai volontairement pris une lettre qui évoquait le 3018 de e-Enfance, qui est membre du dispositif et qui fait partie des propositions en cas de cyberharcèlement, bien entendu, puisque là, on est vraiment sur une cybermalveillance très spécifique. Notre parcours d'assistance compte aujourd'hui 51 cybermalveillances différentes. Et pour un cas de cyberharcèlement, bien entendu, nous allons prodiguer un ensemble de recommandations d'urgence et derrière proposer à la victime, si elle le souhaite, d'être mise en relation avec un écoutant spécialisé et expérimenté du 3018 de e-Enfance.
Fin 2022, nous avons également, avec certains de nos membres, dont le ministère de l'Éducation nationale, conçu et fait paraître un cyberguide famille. Alors pourquoi, allez-vous me dire, Cybermalveillance UVFR, il y a déjà plein de ressources, mais on s'est rendu compte que le souhait avec cette ressource, c'était vraiment de faire quelque chose de plus attrayant, de plus coloré, de plus accessible Ludique, encore que le reste de nos contenus, pour tenter de faire revenir les échanges intergénérationnels dans un cadre familial sur les bons usages en matière numérique. Alors bien entendu, comme pour le reste de nos contenus, nous évoquons les menaces les plus courantes, mais le but, c'est toujours le même, c'est de ne pas effrayer, c'est d'attiser la compréhension et derrière surtout de dire comment ensemble on peut collectivement être plus responsable et agir au quotidien pour mieux se protéger de ces cybermalveillances. Ça, j'ai fait ça exprès. C'est l'une de nos nombreuses fiches mémo, mais je voulais mettre celle-là parce que aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi j'en connais, de plus en plus de personnes, des jeunes générations, n'ont plus d'ordinateur. Bureautique, portable, même de tablette, mais ils font tout avec leur téléphone. Alors ce sont des très beaux téléphones pour le coup, mais ce sont des ordinateurs aussi. Ce sont des mini-ordinateurs, bien entendu, ils en ont la puissance et surtout aujourd'hui les capacités quasiment de stockage également. Mais culturellement, nous n'avons pas encore pris de bonnes habitudes en matière de protection, aussi bien physique que logicielle, par rapport à ces téléphones portables. Donc, bien entendu, nous recommandons vivement à tous nos publics de mettre à jour très régulièrement aussi bien les systèmes d'exploitation embarqués sur ces téléphones, iOS ou Android, ainsi que toutes les applications que nous cessons d'installer et de désinstaller. Je pense qu'on n'a jamais autant désinstallé et réinstallé d'applications sur un support, et d'être particulièrement vigilant, bien sûr, à ces mises à jour, ainsi que lors d'installation ou de mise à jour d'applications, des droits qu'elles demandent, des accès qu'elles vont demander par rapport aux données qui sont sur le téléphone. Sans tomber dans la paranoïa, mais tout simplement pour être sûr de maîtriser ce que l'on fait et surtout ce que l'on installe. Il y a quelques mois, j'ai voulu m'installer une application de randonnée pour cartographier les chemins de randonnée. Et je me rends compte que l'application, lors de l'installation, me demande l'accès à mes contacts. Alors Laurie, je vous pose la question, quel est le lien entre mes balades en forêt et tous mes contacts ? Aucun. J'ai donc, alors c'était dommage parce qu'elle était belle, cette application, elle était gratuite, elle était belle, mais je l'ai désinstallée, j'en ai choisi une autre. Je ne voulais pas que cette application accède à mes contacts. Voilà, je choisis. C'est fréquent, ce genre de requête en plus quand on télécharge effectivement des applications. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On va un petit peu peut-être passer en revue, mais rapidement, les conseils pour sécuriser les appareils mobiles. Avant, qu'est-ce qui est plus fréquent maintenant ? C'est de se faire pirater avec à travers son ordinateur ou à travers son smartphone ? Alors, je ne pourrais pas vous répondre avec exactitude, parce que je suis vraiment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que depuis plusieurs années, effectivement, les cybermalveillances ciblant aujourd'hui nos publics au travers des téléphones portables sont vraiment montées en puissance. Et c'est normal, nos activités changent. Je le dis et je le répète, aujourd'hui, les attaquants ne sont plus bêtement coincés derrière leurs ordinateurs, ils sont également derrière leur téléphone ou derrière, derrière les claviers des téléphones. Donc c'est important aussi de s'adapter et de ne pas négliger ces systèmes qui sont en quelque sorte aujourd'hui nos doudous numériques avec lesquels nous sommes connectés en permanence. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années forcément avec un ordinateur portable, et donc de s'adapter et d'adapter ses habitudes, ses pratiques, protection effectivement par code d'accès, mise à jour, chiffrement ou sauvegarde des données qui sont sur les appareils, installation et utilisation d'une solution antivirus sur le téléphone portable. Aujourd'hui, il en existe. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il ne faut pas se priver. Il faut faire comme pour un ordinateur. Voilà, les enjeux ont changé. Hein, vous l'avez bien compris, les terminaux évoluent, nos habitudes aussi. Et il faut donc s'adapter pour ne pas louper un nouveau coche.
Cybermalveillance.gouv.fr, les listes, justement, les outils pour sécuriser les données de nos téléphones portables? Alors, en tant que plateforme gouvernementale, nous ne listons aucune marque. Maintenant, nous recommandons vivement à tous nos publics, à l'image d'un antivirus, quel qu'il soit, j'ai envie de dire l'antivirus qui vous convient le mieux en tant qu'utilisateur. Certains aiment bien savoir ce qu'il y a sous le capot et comment fonctionne leur antivirus, ce serait plutôt mon cas. Mais peut-être que pour vous, à partir du moment où l'antivirus fait le job, ça vous suffit. Il faut s'adapter, il faut choisir. Parfois, il faut désinstaller si ça ne vous plaît pas. Bref, restez maître de la machine et de la technique. Alors, il y a des conseils de base. Éviter les réseaux Wi-Fi inconnus, ça d'accord. Les réseaux Wi-Fi publics? Oui, tout simplement parce par définition, un réseau Wi-Fi public est ouvert. En tout cas, il risque d'être moins sécurisé qu'un réseau Wi-Fi de confiance à votre domicile ou à votre travail. Donc, il est important effectivement d'essayer de se limiter, ou en tout cas d'être vigilant par rapport à l'utilisation de ces réseaux ouverts qui parfois peuvent être utilisés par des attaquants pour justement capturer les flux et si jamais des données sensibles passent sur ces flux, pouvoir les intercepter. On parlait de l'évolution en début de conférence. Quid de l'intelligence artificielle aussi, qui est de plus en plus présente et qui va l'être encore davantage dans les années à venir? Est-ce que ça peut être un outil pour les pirates informatiques? Alors c'est une très bonne question. D'ailleurs, notre rapport d'activité 2023 évoque l'intelligence artificielle, qui en soi n'est pas une arme au service des cybermalveillants, qui est aujourd'hui une fonctionnalité, une capacité, un outil qui, comme tous les outils, peut être détourné de sa vocation première et utilisé à des fins frauduleuses, au même titre par exemple que les QR codes. On est vraiment là sur une politique de moyens et d'outils qui vont permettre à certaines personnes mal intentionnées de sophistiquer un petit peu plus, d'améliorer leurs attaques. Mais en soi, l'intelligence artificielle n'est pas une arme. Elle peut être utilisée, effectivement. Donc, nous, pour l'instant, au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, on mesure quand même les phénomènes de masse. Nous n'avons pas perçu d'impact notable en 2023 de l'intelligence artificielle sur les méthodologies d'attaque qui, comme vous l'avez vu, sont restées très traditionnelles. On parle d'hameçonnage, de piratage de comptes en ligne, d'arnaque au faux support technique. Maintenant, dans les années qui viennent, que cette intelligence artificielle soit utilisée à des fins frauduleuses pour optimiser, pour améliorer, pour rendre encore plus efficaces des attaques dans le domaine de l'hameçonnage, du piratage de comptes en ligne ou de l'arnaque au faux support technique, c'est fort probable. Puisque ce qu'on disait, c'est que c'est quand même de plus en plus difficile de se rendre compte qu'on a affaire à une cyberattaque. Tout à fait, notamment dans le domaine de l'hameçonnage, parce que les attaquants contextualisent énormément, vont utiliser effectivement des événements nationaux ou internationaux dans certains cas, des changements de réglementation dans d'autres, avec la vignette critère par exemple. Donc oui, la théâtralisation et la mise en scène, plus les années passent et plus ces éléments sont de haute qualité. Donc vigilance. Non pas paranoïa, mais vigilance. C'est ça, c'est le premier conseil. La première attitude, c'est ne pas avoir peur, mais être vigilant et ne pas hésiter justement à s'informer, à aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Voilà. En cas de doute, oui. Venez vous informer sur cybermalveillance.gouv.fr et vous pourrez voir si effectivement cette méthodologie d'attaque, ce type d'arnaque est déjà connu ou a déjà été répertorié. Et rien que ça pourra déjà vous permettre de vous poser, de garder la tête froide et de ne pas cliquer ou de ne pas renseigner un formulaire qui vous serait soumis. On en arrive bientôt au terme de cette conférence. Laurent Verdier, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez justement aborder ? Alors, très rapidement, quelques projets que nous avons fait aboutir en 2023 et qui, je pense, peuvent intéresser aujourd'hui nos publics. Le premier de ces sujets, c'est une mallette de sensibilisation à la cybersécurité destinée à monter des ateliers avec des usagers, avec des collaborateurs, avec des adhérents. Nous l'avons réalisé en collaboration avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Sa première destination est d'outiller les aidants
aidants numériques, donc ce sont toutes ces personnes à qui d'ailleurs je rends aujourd'hui personnellement hommage, qui aident nos concitoyens, plus de 16 millions de nos concitoyens selon la NCT, qui sont aujourd'hui en décrochage du numérique. Mais cette mallette se veut polyvalente, elle est composée de nos supports habituels, d'activités pédagogiques permettant de monter un atelier et surtout d'adapter le curseur de technicité et de détails que l'on va transmettre à ses usagers. Donc les plans de cette mallette et de ces contenus sont gratuits et librement accessibles sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. 2023 a été également pour nous l'occasion de concevoir et de mettre à disposition une e-sensibilisation qui réutilise certains de nos contenus, mais pour lesquels on a également créé de nouvelles séquences et tout un tas d'activités interactives. Cette e-sensibilisation est déjà aujourd'hui à la disposition des agents du service public au travers de 3 plateformes, mentor.gouv.fr au niveau interministériel, le CNFPT pour la fonction publique territoriale et l'ANFH pour la fonction publique hospitalière. Et nous allons bientôt mettre à disposition de tous nos publics directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr l'accès à cette e-sensibilisation de 1h50 au total et composée de 3 modules: comprendre les menaces, agir au quotidien et devenir à mon tour un relais de ces bonnes pratiques. Très bien, je vous laisse poursuivre. Je vais quand même préciser aux gens qui nous regardent qu'ils peuvent aussi poser leurs questions à Laurent Verdier et puis je lui transmettrai d'ici quelques minutes. Dernière rubrique que je voulais évoquer parce que les jeunes sont l'avenir, notre avenir. Il est important effectivement de les éduquer, de les sensibiliser dans une optique pédagogique. Donc nous avons depuis quelque temps déjà une rubrique dédiée à la sensibilisation des jeunes. Je vous encourage vivement à venir la consulter et à vous saisir de tous les outils, de toutes les ressources gratuites qui la composent. Peut-être que les jeunes sont mieux armés finalement que les anciens, que les gens des générations précédentes pour faire face aux cybermenaces ou pas? Alors au risque de vous étonner, pas tant que ça. Ouais. Nos jeunes ont une utilisation très particulière des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des programmes. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont avertis et vigilants par rapport à des usages ou des services un peu plus traditionnels. Je connais un jeune, c'est un gamer invétéré. Il est super bon, il va tout casser sur un jeu vidéo. Par contre, pour remplir un formulaire en ligne dans le cadre d'une démarche administrative, il va rester figé. Et vraiment, il y a aussi un enseignement, une transmission, je pense, à avoir vis-à-vis de cette jeune génération, toujours en restant vraiment loin de toute paranoïa, mais en tentant justement de faire passer ces points de vigilance et les bonnes pratiques qui vont avec pour mieux se protéger au quotidien de ces cybermalveillances. Ça fait partie de l'éducation aussi finalement pour les jeunes et pour les jeunes générations. Complètement. Donc on en arrive, je le disais, au terme de la conférence. On va voir si nous avons des questions. Vous vouliez donc évoquer le mois européen de la cybersécurité. Oui, c'est la dernière chose que je voulais évoquer parce qu'on parle de sensibiliser, de l'importance de la sensibilisation. Or, depuis l'année dernière, le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a pris en main l'organisation annuelle de cet événement européen à la base. Donc le Cybermois, c'est tous les mois d'octobre. On a réalisé une très très belle opération en octobre dernier avec beaucoup d'initiatives. On a organisé un jeu concours, on a organisé un lancement au campus cyber qui est un petit peu le lieu emblématique aujourd'hui de la cybersécurité en France et au niveau de la plaque parisienne. Voilà, c'est l'occasion ou jamais qu'on soit particuliers, employés, chefs d'entreprise dans une collectivité territoriale pour suivre un certain nombre d'événements, pour en organiser et pour participer à cette dynamique collective qui fait qu'ensemble, on est plus fort et que les cybermalveillances, c'est aussi une question de sécurité collective au niveau de tous nos concitoyens aujourd'hui.
Alors, on a quelques questions pour vous, Laurent Verdier, qui vont apparaître à l'écran. Je rappelle le thème donc, de cette conférence qui touche à sa fin, connaître et mieux se protéger des cybermenaces. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler pour les gens qui nous ont rejoints en fin de conférence, ces cybermenaces, les principales en tout cas? Alors, les 3 principales cybermenaces que nous avons observées en 2023, avec plus de 280 000 recherches d'assistance effectuées sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. La première, et j'ai envie de dire la plus prégnante, l'hameçonnage. Ce faux message, faux mail, faux SMS, appel téléphonique frauduleux, par le biais duquel un interlocuteur tente d'usurper la qualité d'un interlocuteur de confiance ou connu et qui va vous demander un mot de passe, un document financier, d'identité ou une action, quelle qu'elle soit, de cliquer ou de remplir un formulaire. Vraiment ça, pour nous, c'est la menace majeure. Deuxième menace, le piratage de comptes en ligne, on l'a évoqué aussi. Nous avons tous démultiplié les services, les accès en ligne et malheureusement, nous ne protégeons ces accès et ces services qu'avec des mots de passe aujourd'hui trop faibles, trop facilement devinables ou un mot de passe fort mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. Il faut s'acculturer, il faut changer nos habitudes et vraiment adopter aujourd'hui à titre personnel une gestion intelligente et très personnalisée de ces mots de passe pour s'adapter. Et enfin, dernière cybermalveillance très prégnante en 2023, ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Votre ordinateur est infecté, il est plein de virus, appelez immédiatement ce numéro de téléphone, la ligne Microsoft ou Windows, qui va vous aider à tout dépatouiller et qui va vous fournir un antivirus, en général extrêmement cher. Donc ça aussi, c'est encore très présent et malheureusement, ce sont du fait de leur, j'ai envie de dire, de leur culture très fine, plutôt l'absence de connaissances sur qui fait quoi sur Internet. Ce sont plutôt nos seniors qui sont majoritairement victimes de ce type d'arnaque. Pas que, mais surtout nos amis seniors. Donc la question, on ne peut vous joindre que par le site internet ou y a-t-il un numéro d'urgence? C'est vrai que c'est peut-être plus rassurant des fois d'avoir quelqu'un au bout du fil quand on se sent attaqué. Alors, il n'y a pas de numéro d'urgence à cybermalveillance.gouv.fr. Par contre, vous avez une plateforme qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des recommandations et des articles qui sont actualisés très très régulièrement. Nous sommes une équipe réduite au sein de Cybermalveillance, même si nous sommes épaulés par plus de 1200 prestataires informatiques référencés et plus de 200 labellisés experts cyber, que je salue au passage. Mais voilà, c'est l'essentiel de notre service, c'est vraiment la plateforme, sa réactivité, le parcours d'assistance victime et toutes les recommandations qu'on peut offrir à une victime très rapidement et quasiment en temps réel. Et donc, une fois que je suis victime de cyberattaque, deuxième question, Laurent Verdier, comment déposer plainte? Alors, le dépôt de plainte, c'est vraiment une étape a posteriori, derrière. Nous, bien entendu, nous recommandons vivement à toute victime avérée de cybermalveillance de déposer plainte. Il y a différentes raisons pour cela, mais j'ai envie de dire, la première, c'est déjà acquérir un statut officiel de victime. Et derrière, ça permet aussi de pouvoir déclarer un préjudice, le cas échéant, permettre à un service d'enquête d'identifier le ou les auteurs qui sont à l'origine des faits. Alors, comment déposer plainte? Je vous l'ai dit, Cybermalveillance Gouv.fr, c'est vraiment une carte de triage qui va vous permettre, après avoir diagnostiqué par quel type de cybermalveillance vous avez été impacté, qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'être orienté sur un certain nombre de plateformes qui vont, pour certaines d'entre elles, vous aider à signaler et ou déposer plainte. Aujourd'hui, nous proposons une orientation vers la plateforme Thésée, qui est opérée par le ministère de l'Intérieur directement et qui permet aujourd'hui de déposer plainte en ligne. Et si jamais la cybermalveillance pour laquelle vous êtes victime ne figure pas parmi ces quelques infractions susceptibles de déboucher sur une plainte en ligne, vous pouvez bien entendu, et on vous aiguille pour cela, vous rendre dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de votre domicile pour déposer plainte. Merci beaucoup Laurent Verdier, je crois qu'on a fait le tour de cette conférence sur le thème connaître et mieux se protéger des cybermenaces. Je rappelle que vous êtes directeur sensibilisation et pédagogie au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Retenez bien cette adresse. Évidemment, n'hésitez pas à aller la consulter. Merci Laurent Verdier. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Et le salon Access Security qui démarre donc demain, qui se tient les 6 et 7 mars au Parc Chano à Marseille. Merci. Merci Laurent.